Les cris qui résonnaient de la tour de la cathédrale en cet été 1535 n'étaient pas ceux des cloches appelant les fidèles à la prière. C'était un concert d'agnes, dernier râle déchirant d'Île-Facène, une femme de 23 ans. Son corps pendait, suspendu à un crochet de fer qui avait transpercé sa cage thoracique, laissant mourir lentement, tandis que la foule en contrebas vaquait à ses occupations quotidiennes. Durant 3 jours, elle resta en vie, sa voix s'affaiblissant d'heure en heure, jusqu'à ce que, enfin, par une mort miséricordieuse, elle soit délivrée. Ceci n'était pas l'œuvre d'un tueur dérangé, ni d'une population enragée par la soif de sang. C'était la justice, sanctionnée par la loi, documentée par les scribes et exécutée avec la précision froide d'une machine bureaucratique ayant perfectionné l'art de la souffrance humaine. Le crochet de l'exécuteur se dresse comme l'un des instruments de torture légale les plus perturbants de l'histoire. Un appareil si cruel dans sa simplicité, si dévastateur dans son efficacité, qu'il nous contraint à confronter les capacités les plus sombres de l'ingéniosité humaine. Pendant plus de 6 siècles, de la fin du Moyen Âge à l'aube de l'ère moderne, cet outil n'était pas caché dans quelques donjons, ni utilisé par des tortionnaires renégats opérant en dehors de la loi. Il s'agissait d'un instrument officiel du pouvoir d'État, manié par des bourreaux agréés qui abordaient leur travail avec la précision méthodique d'artisans. Il tenait des registres détaillés de chaque victime, notant le type de crochet utilisé, la durée de la souffrance et la cause éventuelle du décès, avec la même efficacité détachée que l'on pourrait employer pour enregistrer les récoltes céréales ou les collectes d'impôts. Ce qui rend le crochet particulièrement horrifiant, ce n'est pas seulement sa brutalité, mais l'intelligence calculée derrière sa conception. Contrairement à d'autres dispositifs de torture qui s'appuyaient sur l'écrasement, la brûlure ou l'étirement pour infliger de la douleur, le crochet était conçu avec une compréhension anatomique du corps humain. Chaque variante, le crochet de gorge, le crochet de côte et le crochet de suspension, était spécifiquement conçu pour cibler des zones qui maximiseraient la souffrance tout en évitant soigneusement une mort immédiate. Les bourreaux qui maniaient ces instruments suivaient des années de formation, apprenant précisément où insérer le crochet pour percer le muscle sans rompre les artères majeures. Comment incliner l'appareil pour empêcher la victime de perdre conscience trop rapidement, et comment ajuster la suspension pour s'assurer que le propre poids du corps devienne un instrument de sa torture. Le crochet de gorge, peut-être la plus traumatisante psychologiquement des 3 variantes, a gagné son surnom, le chuchoteur, des sons distinctifs émis par les victimes une fois suspendues. Le crochet était inséré sous la mâchoire, perçant les tissus mous de la gorge sans sectionner la trachée. Les victimes pouvaient respirer, mais seulement par des halètements superficiels et désespérés. La parole devenait impossible, à l'exception de supplications murmurées qui donnèrent son nom à l'appareil. Van Schmidt, le bourreau de Nuremberg qui officia de 1573 à 1618, a laissé des registres détaillés décrivant comment les victimes pouvaient rester conscientes jusqu'à 12 heures, les yeux grands ouverts de terreur, incapables de crier, incapables de parler au-delà d'un murmure, incapables de faire quoi que ce soit d'autre qu'attendre la mort, tandis que des foules se rassemblaient pour assister à leur agonie. La précision requise pour l'application du crochet de gorge révèle le professionnalisme perturbant qui entourait ces exécutions. Les journaux de Schmidt, découverts dans les archives municipales de Nuremberg et authentifiés par des historiens, décrivent un rituel préparatoire qui ressemble plus à une intervention chirurgicale qu'à une exécution. Le crochet était d'abord chauffé dans un brasier jusqu'à ce qu'il rougisse, non pas pour cautériser la plaie, ce qui aurait pu être miséricordieux, mais pour s'assurer que le métal glisse plus facilement à travers les tissus tout en augmentant simultanément l'agonie de la victime. Le bourreau étudiait ensuite l'anatomie de la victime, cherchant le point exact où la mandibule rejoignait le cou, recherchant l'endroit qui supporterait le poids du corps sans déchirer immédiatement. Une fois positionnée, la victime était lentement soulevée, permettant à la gravité d'enfoncer le crochet plus profondément dans les tissus.
Schmitt notait avec un détachement clinique que le soulèvement initial provoquait souvent chez les victimes une assistance involontaire à leur propre torture, leurs muscles du cou se contractant dans une vaine tentative de résister à la pénétration du crochet, ce qui ne servait qu'à offrir plus de résistance au métal pour s'agripper. Le bourreau ajustait ensuite la hauteur de la suspension, levant ou abaissant la victime jusqu'à ce qu'il atteigne ce que Schmitt appelait l'équilibre parfait. Assez haut pour que la victime ne puisse pas toucher le sol et soulager la pression, mais assez bas pour que les passants puissent voir son visage, témoigner de sa souffrance et comprendre les conséquences de défier l'autorité. Le crochet de côte représentait une évolution dans la cruauté, conçue spécifiquement pour ceux condamnés pour sorcellerie, hérésie et trahison. Des crimes que les autorités estimaient mériter une souffrance allant au-delà de ce que le crochet de gorge pouvait procurer. Contrairement à son prédécesseur, le crochet de côte était inséré entre les côtes, perçant souvent les muscles intercostaux et parfois perforant la cavité pulmonaire. Ce placement assurait une mort plus longue, plus agonisante, les victimes suffoquant lentement de l'accumulation de sang et de liquide dans leurs poumons, un processus qui pouvait prendre plusieurs jours. Le positionnement permettait également au bourreau d'exposer les victimes plus en évidence, car le placement du crochet laissait le visage et la gorge intacts, garantissant que les observateurs puissent clairement voir les expressions d'agonie de la victime et entendre ses cris. L'ingénierie derrière le crochet de côte révèle une compréhension sophistiquée de l'anatomie humaine qui précédait les connaissances médicales formelles de plusieurs siècles. Les bourreaux savaient qu'insérer le crochet entre la 4e et la 5e côte du côté droit éviterait le cœur tout en pouvant frôler le foie, provoquant une hémorragie interne qui affaiblirait sans tuer immédiatement la victime. Ils comprenaient que l'inclinaison du crochet vers le haut s'accrocherait à l'os, empêchant le poids du corps de déchirer la chair trop rapidement. Ils reconnaissaient que l'induction du crochet avec du sel ou du vinaigre avant l'insertion augmenterait la sensation de brûlure tout en réduisant le risque d'infection rapide qui pourrait miséricordieusement mettre fin prématurément à la souffrance de la victime. Ce n'était pas une brutalité aléatoire, c'était de la torture raffinée en science. Le crochet de suspension, 3e variante et la plus ambitieuse structurellement, transformait l'exécution en théâtre public. Plutôt que de percer la gorge ou les côtes, ce crochet massif, pesant souvent plus de 30 livres et mesurant 3 pieds de long, était enfoncé dans le dos de la victime, émergeant de son abdomen ou de sa poitrine. La taille même de l'appareil signifiait que son installation nécessitait plusieurs bourreaux travaillant en coordination, utilisant souvent un cadre en bois pour positionner la victime pendant que le crochet était martelé à travers son corps. Une fois en place, la victime était hissée haut au-dessus de la foule, parfois suspendue autour d'églises, aux portes de la ville ou à des gibets spécialement construits pouvant exposer plusieurs victimes simultanément. La nature publique du crochet de suspension remplissait une fonction psychologique délibérée qui dépassait de loin la punition de l'individu. Les autorités comprenaient que la vue d'un corps humain pendu comme de la viande de boucherie s'inscrirait dans la mémoire de tous ceux qui en seraient témoins. Les enfants étaient amenés à regarder, non par cruauté, mais dans le cadre de leur éducation morale, une leçon vivante sur les conséquences du péché et de la rébellion. Les marchands traversant la ville raconteraient ce qu'ils avaient vu dans des cités lointaines, répandant la réputation de souverains qui n'avaient pas peur d'utiliser des mesures extrêmes pour maintenir l'ordre. Les corps restaient exposés pendant des semaines, parfois des mois, se décomposant lentement à la vue de la population, se transformant d'une personne en un symbole, d'un individu en un avertissement. Le cadre juridique entourant l'utilisation du crochet révèle comment la torture est devenue institutionnalisée au sein des systèmes de justice européens. Le Code Carolina, promulgué par l'empereur du Saint-Empire romain germanique Charles V en 1532, autorisait explicitement l'utilisation des crochets pour des crimes spécifiques, fournissant des directives détaillées sur quand et comment ils devaient être employés. L'article 192 du Code spécifiait que ceux coupables d'infanticide pouvaient être soumis au crochet ou à d'autres punitions extraordinaires comme il convenait à l'horreur de leur crime. L'article 124 permettait l'utilisation de crochets pour les incendiaires ayant causé la mort, tandis que l'article 137 étendait cette punition à ceux ayant commis un sacrilège dans les églises.
Ce n'étaient pas des suggestions ou des permissions, c'étaient des exigences légales contraignantes pour tous les territoires de l'Empire. Les exigences de documentation autour des exécutions au crochet ont engendré un vaste appareil bureaucratique, entièrement dédié au catalogage de la souffrance humaine. Chaque exécution nécessitait la complétion de multiples formulaires. Le mandat initial signé par le juge, le reçu du bourreau attestant de sa commission, un registre du scribe des derniers mots de la victime, un rapport du médecin confirmant le décès et la notation du prêtre quant à l'administration des derniers sacrements. Ces documents étaient archivés dans les registres municipaux, créant une trace écrite de la torture que les historiens peuvent encore suivre aujourd'hui. Rien qu'à Nuremberg, plus de 3000 exécutions au crochet furent documentées entre 1500 et 1700, chacune enregistrée avec la même attention aux détails que les transferts de propriété ou les contrats de mariage. Les bourreaux qui opéraient les crochets occupaient une position singulière dans la société médiévale et du début de l'ère moderne, à la fois essentielle et répugnée, professionnelle et paria. Il s'agissait généralement de postes héréditaires, transmis de père en fils sur des générations, créant des dynasties de la mort qui duraient des siècles. La famille Reichardt de Bavière, par exemple, servit comme bourreau pendant plus de 200 ans, avec 8 générations maniant le crochet et d'autres instruments de mort. Ces hommes n'étaient pas de simples brutes ou des sadiques. Ils devaient maintenir une connaissance approfondie de l'anatomie, de la médecine et de l'ingénierie. Beaucoup complétaient leurs revenus en servant de guérisseurs, utilisant leur compréhension du corps humain acquise par la torture pour réduire les fractures, soigner les blessures et même pratiquer des chirurgies primitives. L'isolement social des bourreaux créait une société parallèle, existant à côté mais séparée de la culture dominante. Ils vivaient dans des maisons désignées, souvent peintes en rouge pour avertir les autres de leur profession. Il leur était interdit d'entrer dans les tavernes par la porte principale, ils devaient utiliser des entrées séparées marquées de symboles de leur métier. Leurs enfants ne pouvaient pas fréquenter les écoles régulières, ne pouvaient pas se marier en dehors des familles de bourreaux, ne pouvaient même pas recevoir la communion aux côtés des autres paroissiens. Pourtant, ils étaient également protégés par la loi. Agresser un bourreau entraînait des peines sévères car ils étaient considérés comme des serviteurs essentiels de la justice. Cette contradiction, nécessaire mais intouchable, puissant mais ostracisé, créait une psychologie complexe qui façonnait la manière dont les bourreaux abordaient leur travail. Le journal de Franz Smith offre un aperçu sans précédent de l'état d'esprit d'un bourreau professionnel. Ces entrées ne révèlent ni plaisir sadique, ni angoisse morale, mais plutôt la fierté d'un artisan pour sa compétence technique. Il décrit le perfectionnement de sa technique du crochet pendant décennies, apprenant à lire les signes subtils indiquant quand une victime approchait de la mort, ajustant ses méthodes pour prolonger ou raccourcir la souffrance selon les circonstances. Il enregistre des expériences avec différents métaux pour les crochets, constatant que le fer rouillait trop vite au contact du sang, tandis que le laiton était trop mou et risquait de se plier sous le poids d'une victime lourde. Son matériau préféré était l'acier, spécialement forgé par un forgeron qui comprenait les exigences uniques des équipements d'exécution. Les dimensions économiques des exécutions au crochet révèlent un autre aspect perturbant de la torture institutionnalisée. Les bourreaux étaient rémunérés par exécution, avec des tarifs variant selon la complexité de la méthode utilisée. Une simple pendaison pouvait rapporter 2 florins d'or, tandis qu'une exécution au crochet pouvait en valoir 10 fois plus. Cela créait un système d'incitation pervers où les bourreaux avaient une motivation financière à recommander des punitions plus élaborées. Ils gagnaient également de l'argent en vendant des fragments de l'équipement d'exécution comme talisman. Un morceau de corde utilisé pour une pendaison, des éclats d'une roue de supplice ou des copeaux métalliques d'un crochet étaient censés posséder des propriétés magiques. Les crochets eux-mêmes, une fois retirés du service, se vendaient à des prix élevés auprès de collectionneurs qui les exposaient comme des curiosités ou des sujets de conversation, transformant des instruments de mort en objets décoratifs.
Les procès des sorcières de Bamberg, de 1627 à 1632, marquèrent l'apogée terrifiante de l'utilisation du crochet, transformant la ville allemande en ce que les contemporains appelaient le théâtre sanglant. Sous le règne du prince-évêque Johann Georg Fuchs von Dornheim, connu sous le nom d'évêque des sorcières, plus de 600 personnes furent exécutées pour sorcellerie, près de la moitié étant soumises au crochet de côte. Les procès créèrent une industrie de la mort qui employait des dizaines de travailleurs, bourreaux, assistants, torturnaires, scribes, gardes et même des vendeurs de nourriture et de boissons pour les foules qui se rassemblaient pour les exécutions. La place principale de la ville était équipée en permanence de multiples crochets et poulies prêts à exposer plusieurs victimes simultanément, créant une galerie grotesque de souffrances humaines. La nature systématique des procès de Bamberg révèle comment le crochet est devenu un outil de contrôle social qui allait bien au-delà de la punition des crimes réels. Les accusations de sorcellerie suivaient souvent des schémas de tension économique et sociale. Veuves fortunées dont les biens pouvaient être confisqués, marchant en concurrence avec les membres des corporations, industrielle qui transforma l'économie de Bamberg. Les forgerons travaillaient en heures supplémentaires pour forger de nouveaux crochets, les anciens s'usant ou se brisant à force d'être utilisés. Les charpentiers construisaient des plateformes d'observation qui pouvaient être louées à des spectateurs fortunés désireux d'une meilleure vue des exécutions. Les taverniers installaient des étals temporaires autour des lieux d'exécution, vendant du vin et de la nourriture aux foules. Les éditeurs imprimaient des canards illustrés de gravures macabres des exécutions au crochet, les vendant comme souvenirs. Le trésor de la ville s'enrichissait des biens confisqués aux condamnés, finançant de nouveaux bâtiments publics et des projets d'infrastructure. La mort était devenue l'industrie principale de Bamberg et le crochet son principal outil de production. Les observations médicales enregistrées lors des procès de Bamberg fournissent des aperçus troublants des effets physiques de la torture au crochet. Le médecin de la ville, Heinrich Pleuner, était tenu d'assister aux exécutions et de documenter les aspects médicaux de la mort par crochet. Ces rapports, conservés dans les archives de la ville, décrivent avec des détails cliniques comment les corps des victimes réagissaient à la suspension. Le bleuissement graduel des extrémités à mesure que la circulation sanguine défaillait, le motif distinctif des spasmes musculaires qu'il appelait la danse de la mort, la manière dont les yeux des victimes saignaient à cause de la pression crânienne accrue, créant des larmes de sang que les témoins interprétaient comme des signes de possession démoniaque. Penn nota que les victimes suspendues par des crochets de côte connaissaient souvent un phénomène où elles semblaient mourir, devenant immobiles et silencieuses, pour ne revivre que des heures plus tard dans une douleur atroce, lorsque leur corps se déplaçait et que le crochet déchirait de nouveaux tissus. Les enfants figuraient en bonne place parmi les victimes de Bamberg, des registres montrant que des dizaines de mineurs, certains âgés d'à peine 7 ans, étaient soumis au crochet. L'exécution d'enfants nécessitait des instruments de taille spéciale, ce qui conduisit à la création de ce que les bourreaux appelaient sinistrement des crochets d'apprentis.
Des versions plus petites et plus légères, conçues pour des corps qui ne pouvaient pas supporter le poids de l'équipement standard. La vue d'enfants suspendus à des crochets aux côtés d'adultes créa une telle révulsion publique que même les partisans les plus endurcis des procès de sorcières commencèrent à remettre en question la justice des procédures. Un marchand en visite écrivit à sa femme « J'ai vu l'enfer se manifester sur la place de Bamberg, où des enfants pendent comme d'étranges fruits à des arbres de fer, leurs cris se mêlant aux hurlements de leur mère. » L'impact psychologique sur la population de Bamberg créa une culture de paranoïa et de trahison qui persista pendant des générations. Les voisins dénonçaient les voisins, les enfants témoignaient contre leurs parents, les époux se trahissaient mutuellement dans des tentatives désespérées d'éviter eux-mêmes le crochet. Le tissu social de la ville se délitait alors que la confiance devenait impossible et que chaque relation était potentiellement létale. Les journaux intimes de l'époque décrivent une ville où les gens évitaient le contact visuel dans les rues, où la fréquentation des églises chutait. Malgré les services obligatoires, où les marchés étaient à moitié vides, les gens craignant de se rassembler en groupe qui pourraient être en assistant réellement à ce qu'elles n'avaient auparavant connu que comme une abstraction juridique. Les récits contemporains décrivent l'horreur grandissante de Marie-Thérèse à mesure que l'exécution se déroulait. L'impératrice, assise dans un pavillon d'observation spécialement construit et décoré d'insignes impériaux, maintint initialement son sang-froid alors qu'Anna Schneider était amenée. Mais, à mesure que le bourreau commençait son travail, enfonçant le crochet chauffé entre les côtes de la femme avec une précision exercée, la façade de l'impératrice s'effondra. Des témoins rapportèrent qu'elle tenta de se lever de son siège, mais fut doucement retenue par ses conseillers, qui lui rappelèrent qu'interrompre une exécution saperait l'autorité impériale. Elle fut forcée de regarder Anna Schneider être hissée dans les airs, ses cris résonnant à travers la place, tandis que le sang coulait le long de la chaîne qui soutenait son corps. Ce qui troubla particulièrement Marie-Thérèse, selon son confesseur personnel, le père Johannes Müller, n'était pas seulement la brutalité, mais la désinvolture avec laquelle tous les autres traitaient le spectacle. Les vendeurs continuaient à vendre des pâtisseries à la foule. Les enfants jouaient à la lisière de la place, et les fonctionnaires discutaient de questions administratives pendant qu'Anna Schneider se tordait sur le crochet au-dessus d'eux. La normalisation d'une telle souffrance extrême, la transformation de la torture en routine banale, révéla à l'impératrice à quel point la culture de la cruauté s'était profondément enracinée dans son royaume. Cette nuit-là, elle ne put, paraît-il, dormir, disant à ses dames d'honneur qu'elle entendait encore les cris de Schneider et sentait l'odeur de la chair brûlée du crochet chauffé.
Quelques semaines après son retour à Vienne, Marie-Thérèse publia un décret interdisant l'utilisation des crochets de côte dans tout l'Empire autrichien. La première restriction légale majeure sur cet appareil en 6 siècles d'histoire. L'édit impérial, daté du 3 septembre 1755, déclara que la pratique de la suspension par des crochets perçant les côtes constituait une cruauté incompatible avec la miséricorde chrétienne et un gouvernement éclairé. Cependant, la formulation prudente du décret révélait les complexités politiques en jeu. Il n'interdisait que le crochet de côte, et non les variantes de gorge ou de suspension, et seulement dans les territoires autrichiens, pas dans le vaste Saint-Empire romain germanique où le mari de l'impératrice François Ier régnait, mais où elle n'avait aucune autorité directe. La réaction à l'interdiction de Marie-Thérèse exposa de profondes divisions au sein de la société européenne concernant le rôle de la torture publique. Les juristes conservateurs soutenaient que la nature spectaculaire des exécutions au crochet servait une fonction dissuasive essentielle et que des exécutions privées ou rapides enhardiraient les criminels qui ne craindraient plus l'opprobre public. Les voix progressistes, inspirées par la philosophie des Lumières, rétorquaient que de tels spectacles brutalisaient la population et dégradaient l'autorité morale de l'État. Le débat se déroula dans des pamphlets, des conférences universitaires et des discussions de café à travers l'Europe, le crochet devenant un symbole du conflit plus large entre l'autorité traditionnelle et les idéaux réformateurs. L'application de l'interdiction de Marie-Thérèse se révéla difficile, révélant à quel point le crochet était profondément enraciné dans la machinerie de la justice. De nombreux bourreaux régionaux ignoraient simplement le décret, continuant d'utiliser des crochets de côte tout en déposant de faux rapports affirmant avoir employé d'autres méthodes. D'autres se conformèrent techniquement en apportant des modifications minimales. Ils utilisaient des crochets qui perçaient juste en dessous ou juste au-dessus des côtes, arguant qu'il s'agissait de dispositifs différents non couverts par l'interdiction. En Bohême, les bourreaux développèrent ce qu'ils appelaient le crochet de miséricorde, qui pénétrait la même zone mais incluait une lame tranchante conçue pour sectionner les principaux vaisseaux sanguins, provoquant une mort plus rapide tout en maintenant le spectacle visuel souhaité par les autorités. La nature partielle de la réforme de Marie-Thérèse eut des conséquences inattendues qui, paradoxalement, augmentèrent la souffrance de certaines victimes. Les crochets de côte étant interdits, mais les crochets de gorge et de suspension toujours légaux, les bourreaux optèrent souvent pour ces alternatives, même dans les cas où ils auraient auparavant utilisé des méthodes plus rapides. Le crochet de gorge en particulier connut une utilisation accrue car il offrait le spectacle public prolongé que les autorités désiraient, tout en se conformant techniquement aux nouvelles restrictions. Les registres d'exécution de Vienne montrent une augmentation de 300% de l'utilisation du crochet de gorge dans les 5 années suivant l'interdiction de crochet de côte, suggérant que la réforme sans changement global n'a fait que déplacer, plutôt qu'éliminer, la cruauté. La lutte personnelle de Marie-Thérèse avec le crochet se poursuivit tout au long de son règne. Sa correspondance privée révèle qu'elle tenta à plusieurs reprises d'étendre l'interdiction, mais se heurta à une résistance féroce de la part des nobles régionaux, des autorités ecclésiastiques et même de membres de son propre conseil qui considéraient la torture publique comme essentielle au maintien de l'ordre. Dans une lettre à son fils, le futur Joseph II, elle écrivit « J'ai vu le mal se manifester sur cette place de Prague. Pourtant, je me trouve impuissante à l'extirper entièrement de nos terres. Le crochet a des racines plus profondes que la loi, mêlées aux fondations mêmes de notre autorité. L'arracher entièrement pourrait faire tomber plus qu'une simple méthode d'exécution. Cela pourrait faire tomber tout l'édifice du pouvoir sur lequel repose notre trône. » Les dimensions religieuses des exécutions au crochet révèlent comment la théologie chrétienne fut tordue pour justifier et même sanctifier la torture extrême. Les autorités ecclésiastiques soutenaient que la souffrance prolongée infligée par le crochet servait un but spirituel, offrant aux victimes une opportunité étendue de repentance et de salut. Cette logique perverse tenait que des morts rapides pourraient envoyer des âmes en enfer sans repentir, tandis que la lente agonie du crochet permettait aux pécheurs de contempler pleinement leurs crimes et de chercher le pardon de Dieu.
Des prêtres se tenaient sous les victimes suspendues, invoquant des prières et des encouragements à confesser, interprétant les cris de douleur comme des expressions de purification spirituelle. La justification théologique du crochet s'appuyait sur les concepts médiévaux de la souffrance purgatoriale, arguant que supporter la torture sur terre pourrait réduire le temps requis pour l'âme au purgatoire. Certains théologiens calculaient des formules précises. 1 heure sur le crochet équivalait à 100 ans de feu purgatorial, affirmait-il, citant des passages bibliques obscurs et des pères de l'Église pour étayer leur arithmétique de la souffrance. Cela créa une économie grotesque du salut, où les bourreaux devenaient des agents involontaires de la miséricorde divine. Leur cruauté était recadrée comme une charité spirituelle. On disait aux victimes qu'elles devaient être reconnaissantes pour le crochet, que leur agonie terrestre était un cadeau qui leur épargnerait de plus grandes souffrances dans l'au-delà. Le cas d'Il Fassen, dont la mort a ouvert cette chronique, illustre comment l'autorité religieuse et politique s'entremêlait dans les exécutions au crochet. Fassen était une anabaptiste, membre d'une secte protestante radicale qui rejetait le baptême des enfants et contestait à la fois l'autorité catholique et protestante traditionnelle. Son exécution à Münster eut lieu lors de la répression de la rébellion anabaptiste, lorsque la ville était brièvement devenue un État théocratique sous la direction de Jean de Leyde. Après la défaite de la rébellion, les crochets n'étaient pas seulement des instruments d'exécution, mais des outils de guerre religieuse, conçus pour démontrer le sort qui attendait ceux qui défiaient l'ordre chrétien établi. La manière dont Il Fassen mourut devint légendaire au sein des communautés anabaptistes, se transformant d'un récit de souffrance en un récit de martyre et de résistance. Des témoins rapportèrent que malgré 3 jours d'agonie, suspendu à la tour de la cathédrale, Fassen ne renonça jamais à ses croyances, ne demanda jamais grâce et continua de chanter des hymnes jusqu'à ce que sa voix ne la trahisse enfin. Son bourreau, Hans Richard, nota dans son registre qu'elle fit preuve d'une force d'âme anormale qui ne pouvait venir que d'une assistance diabolique ou d'une grâce divine. Cette ambiguïté, son endurance était-elle la preuve d'un mal hérétique ou d'une vertu sainte, troubla les autorités qui s'étaient attendues à ce que le crochet brise son esprit et valide leur jugement. L'exposition du corps de Fassen après sa mort remplit une fonction symbolique complexe qui dépassait la simple dissuasion. Pendant 6 semaines, son cadavre resta sur le crochet, se décomposant lentement à la vue de la ville. Mais plutôt que de servir d'avertissement, il devint un lieu de pèlerinage secret pour les sympathisants anabaptistes qui se rassemblaient la nuit pour prier sous ses restes. Des rapports décrivent des lumières mystérieuses vues autour de son corps, des affirmations qu'il ne se décomposait pas aussi rapidement qu'il aurait dû, et des histoires de miracles de guérison accomplis avec des étoffes qui avaient touché son sang. La tentative des autorités d'utiliser son cadavre comme un symbole de leur pouvoir s'était retournée contre elle, la transformant en une martyre dont la souffrance incriminait plutôt que validait leur autorité. Les exécutions de Münster ne se terminaient pas avec Il Fassen. Après la répression de la rébellion, 3 de ses chefs, Jean de Leyde, Bernard Knipperdolling et Bernard Krechting, furent soumis à une torture publique élaborée qui culmina avec leurs corps suspendus dans des cages de fer depuis la même tour de cathédrale où Fassen était morte. Mais avant leur encagement, ils subirent des heures de torture avec des pinces chauffées, leur chair arrachée de leur corps morceau par morceau, leur langue arrachée pour les empêcher de prêcher. Ce n'est qu'alors que leurs corps mutilés, mais toujours vivants, furent placés sur des crochets à l'intérieur des cages où ils survécurent encore des heures avant d'expirer enfin. Les cages elles-mêmes devinrent des éléments permanents, restant sur la tour de la cathédrale jusqu'à aujourd'hui. Vides maintenant, mais servant toujours de monument à la violence religieuse. Le spectacle des exécutions de Münster fut minutieusement chorégraphié pour un effet religieux et politique maximal. Les exécutions eurent lieu le 22 janvier 1536, délibérément choisi comme le jour de la fête de Saint-Vincent, un martyr chrétien qui, selon la légende, avait été torturé sur des crochets par les autorités romaines. Ce parallèle ironique, des chrétiens utilisant les mêmes méthodes autrefois employées contre eux, ne fut perdu pour peu d'observateurs.
La plateforme d'exécution était décorée d'imageries religieuses, de croix, de scènes bibliques représentant le jugement divin et de bannières proclamant le triomphe de la vraie foi sur l'hérésie. Des prêtres effectuaient des rituels élaborés entre chaque étape de la torture, bénissant les instruments, aspergeant d'eau bénite les victimes et guidant la foule dans des prières d'action de grâce pour la défaite de l'hérésie. La réaction internationale aux exécutions de Münster révéla un malaise croissant face à la violence religieuse, même à une époque habituée à la brutalité. Érasme de Rotterdam, le grand érudit humaniste, écrivit que les exécutions souillèrent le nom du Christ de sang et de cruauté qui ferait honte même aux païens. Le réformateur protestant Philippe Mélanchthon, bien qu'opposé à la théologie anabaptiste, condamna l'utilisation des crochets comme un retour à la barbarie que notre foi était censée transcender. Même les autorités catholiques exprimèrent des réserves en privé. Le cardinal Réginald Paul écrivit au pape Paul III que de tels spectacles créent plus d'hérétiques qu'ils n'en éliminent. Car chaque goutte de sang versée sur ces crochets arrose les graines de la rébellion. Ces critiques, bien que n'étant pas immédiatement efficaces, amorcèrent le lent processus de remise en question du mariage entre l'autorité religieuse et la torture d'État. L'évolution de la technologie des crochets au fil des siècles révèle un dévouement inquiétant à la perfection de l'art de la souffrance humaine. Les premiers crochets étaient des instruments rudimentaires, de simples courbes de fer martelées par les forgerons de village, sans grande considération pour leur but tortueux spécifique. Mais à mesure que leur utilisation s'institutionnalisa, des artisans spécialisés émergèrent, dédiant leur carrière à l'amélioration de ces dispositifs. Vers les années 1600, les grandes villes possédaient des ateliers produisant exclusivement du matériel d'exécution, avec des maîtres artisans formant des apprentis aux spécifications précises requises pour différents types de crochets. Les registres de guildes de Nuremberg montrent que pour devenir maître fabricant de crochets, il fallait produire un chef-d'œuvre, un ensemble de 3 crochets répondant à des normes exactes de poids, d'équilibre et de composition métallurgique. Les innovations techniques dans la conception des crochets reflétaient une fusion grotesque de génie ingénieril et de cécité morale. Les crochets avancés comportaient des sections filetées qui permettaient au bourreau d'ajuster la profondeur de pénétration avec une précision semblable à celle d'une vis. Certains incluaient des canaux creux dans le métal qui pouvaient être remplis d'huile chauffée ou d'acide, créant une brûlure interne pour compléter la suspension externe. D'autres intégraient des bords barbelés qui s'accrochaient au tissu si la victime se débattait, augmentant les dommages à chaque mouvement. Les Special Nuremberg, développés vers 1650, comportaient un mécanisme à ressort qui étendait soudainement le crochet de plusieurs pouces après l'insertion, déchirant des tissus supplémentaires et provoquant une agonie renouvelée juste au moment où les victimes pensaient s'être ajustées à leur douleur. Les avancées métallurgiques qui ont amélioré les crochets ont été parallèles au développement dans d'autres domaines, créant des liens inconfortables entre la torture et le progrès. Les mêmes techniques utilisées pour créer des crochets plus solides et plus durables ont également été employées pour fabriquer des instruments chirurgicaux, des outils agricoles et les premières machines industrielles. Les crochets en acier de Damas, prisés par les bourreaux pour leur capacité à conserver leurs tranchants malgré une utilisation répétée, utilisaient les mêmes méthodes de forge que celles qui produisaient les plus fines épées et scalpels médicaux. Les contrôles de température précis développés pour chauffer les crochets afin de maximiser la douleur sans provoquer de cautérisation immédiate ont contribué aux avancées en métallurgie qui bénéficieraient plus tard à la révolution industrielle. Les connaissances anatomiques acquises grâce aux exécutions au crochet ont apporté des contributions inattendues à la science médicale. Les observations détaillées des bourreaux sur la manière dont les corps réagissaient aux différents emplacements des crochets ont fourni les premières informations sur le fonctionnement du système nerveux, la circulation sanguine et la localisation des organes. Le tristement célèbre bourreau-médecin Kasperus Kwesterberg de Prague a publié un traité en 1681 intitulé « Observations sur le corps vivant en détresse extrême », basé sur ses expériences avec les exécutions au crochet.
Bien qu'éthiquement répréhensibles, ces descriptions des réponses nerveuses, des contractions musculaires et des stades de défaillance systémique ont fourni des données qui ne seraient pas reproduites par des moyens éthiques avant un autre siècle. Les historiens de la médecine moderne luttent pour savoir comment reconnaître ces contributions tout en condamnant leurs sources. L'héritage médical inattendu du crochet s'étend aux outils chirurgicaux modernes. Les écarteurs utilisés en chirurgie contemporaine pour maintenir les incisions ouvertes ressemblent de manière inconfortable aux crochets d'exécution dans leur conception incurvée et leur fonction. Bien que les écarteurs modernes aient été développés indépendamment par le biais de recherches médicales éthiques, les historiens ont retracé les influences de conception jusqu'aux illustrations des manuels d'exécution. L'écarteur de White-Lanter, toujours utilisé aujourd'hui, emploie un mécanisme d'écartement remarquablement similaire au dispositif décrit dans les manuels de bourreaux du XVIIe siècle. Ce lien entre les instruments de torture et les outils de guérison crée des dilemmes éthiques pour les historiens de la médecine et remet en question les récits confortables sur la nature progressive de l'avancement médical. L'écosystème économique entourant la fabrication des crochets s'étendait bien au-delà des artisans qui les forgeaient. Des chaînes d'approvisionnement entières se sont développées pour soutenir l'industrie de l'exécution. Des mines en Saxe se spécialisaient dans la production du grade spécifique de fer préféré pour les crochets. Les tanneurs créaient les sangles et les harnais utilisés pour positionner les victimes. Les cordiers produisaient l'épaisseur précise de chaîne requise pour soutenir un corps humain sans casser. Les fournisseurs de produits chimiques fournissaient les acides, les sels et autres substances utilisées pour améliorer la souffrance. Les livres de comptes des grandes villes montrent que l'industrie de l'exécution représentait une part significative des dépenses municipales, dépassant parfois les dépenses consacrées à la santé publique ou à l'éducation. Le commerce international des équipements d'exécution a créé des réseaux commerciaux troublants de souffrance humaine. Les crochets allemands étaient particulièrement prisés, exportés dans toute l'Europe et même vers les territoires coloniaux. Les manifestes de navires montrent des équipements d'exécution énumérés aux côtés de marchandises ordinaires. 12 barriques de vin, 40 rouleaux de tissu, 6 crochets d'exécution de la meilleure manufacture de Nuremberg. Les crochets se vendaient à des prix élevés, un crochet allemand de qualité coûtant autant qu'un artisan qualifié pouvait gagner en 6 mois. Ce commerce a créé ce que les économistes reconnaîtraient aujourd'hui comme un avantage concurrentiel. Les villes allemandes protégeaient leurs techniques de fabrication de crochets comme des secrets commerciaux, tandis que d'autres régions tentaient de les reproduire ou de voler les conceptions. La standardisation des crochets à travers l'Europe a facilité une sorte d'interopérabilité judiciaire qui permettait d'exécuter les peines quel que soit le lieu. Une personne condamnée au crochet en Espagne pouvait être transférée en France pour l'exécution avec la certitude que l'équipement compatible serait disponible. Cette standardisation a nécessité une correspondance internationale entre les bourreaux, le partage des spécifications techniques et même des programmes d'échange où les bourreaux voyageaient pour apprendre des techniques de leurs collègues d'autres pays. L'émergence de réseaux professionnels dédiés au perfectionnement de la torture révèle comment la bureaucratie et la professionnalisation peuvent servir le mal aussi efficacement que le bien. Comment les mêmes principes organisationnels qui pourraient améliorer le commerce ou la gouvernance peuvent être appliqués à la systématisation
de la cruauté. La transformation des exécutions au crochet en divertissement public représente l'un des chapitres les plus minutieusement coiffées pour ensuite se défaire alors qu'elle se débattait sur le crochet. Comment des musiciens jouaient entre son insertion sur le crochet et sa mort éventuelle. La théâtralisation délibérée de sa souffrance servait à de multiples fins. Divertir la foule, renforcer les hiérarchies de classe et avertir les autres serviteurs des conséquences de la trahison de leur maître. Le rôle de l'alcool dans les foules d'exécution crée une dynamique supplémentaire de violence et de désordre. Les tavernes ouvraient tôt les jours d'exécution, offrant des boissons spéciales avec des noms comme « déjeuner du bourreau » ou « baiser du crochet ». Au moment où les exécutions commençaient, une grande partie de la foule était intoxiquée, leurs inhibitions abaissées et leur soif de sang exacerbée. Des rixes éclataient pour les positions d'observation. Les pickpockets travaillaient la foule distraite, et les prostituées menaient leurs affaires dans l'ombre de l'échafaud. La combinaison de l'alcool, de la violence et de la dynamique de la foule a parfois conduit à des émeutes, en particulier lorsque les exécutions ne se déroulaient pas comme prévu. Si un crochet se brisait, si une victime mourait trop vite, ou si des difficultés techniques retardaient le spectacle que la foule était venue voir. La présence d'enfants lors des exécutions au crochet remplissait une fonction explicitement pédagogique que les autorités considéraient comme essentielle à l'éducation morale. Les parents amenaient des enfants aussi jeunes que 5 ans pour
assister aux exécutions, croyant que le choc de voir une punition extrême inculquerait l'obéissance et la rectitude morale. Le Congrès de Vienne en 1815, bien que principalement axé sur la redéfinition de la carte politique de l'Europe, comprenait des discussions surprenantes sur les méthodes d'exécution. Les diplomates reconnurent que les approches variables de la peine capitale compliquaient les transferts de prisonniers et les accords d'extradition. Le prince Metternich d'Autriche plaida pour la standardisation des méthodes d'exécution non par impulsion humanitaire, mais par efficacité bureaucratique. Les protocoles qui en résultèrent, sans interdire directement les crochets, établirent des procédures pour documenter et justifier leur utilisation, ce qui les rendit de plus en plus impraticables. Le crochet était étranglé par la paperasse, sa disparition survenant non par évolution morale, mais par fardeau administratif. La révolution industrielle a créé de nouvelles dynamiques qui ont rendu les exécutions au crochet de plus en plus anachroniques. Les populations urbaines exigeaient l'efficacité, même dans la mort, considérant les exécutions prolongées comme un gaspillage de temps et d'espace. Les propriétaires d'usines se plaignaient que les jours d'exécution perturbaient la production, les ouvriers abandonnant leur poste pour assister au spectacle. La classe moyenne émergente, influencée par les idéaux de progrès et de rationalité, commença à considérer les exécutions au crochet comme des reliques embarrassantes, incompatibles avec la civilisation moderne. Les journaux, atteignant un public plus large que jamais, pouvaient diffuser les récits d'exécutions ratées dans des nations entières en quelques jours, transformant les embarras locaux en scandales nationaux qui pressaient les autorités à adopter des méthodes prétendument plus civilisées. La dernière exécution au crochet officiellement enregistrée en Europe occidentale eut lieu en Bavière en 1836, bien que les circonstances l'entourant révèlent comment la pratique a persisté dans l'ombre plus longtemps que les registres officiels ne le suggèrent. Johann Baptist Hochstetter, reconnu coupable de plusieurs meurtres, fut condamné à mort par pendaison. Mais le bourreau, suivant ce qu'il prétendait être une ancienne coutume, inséra des crochets à travers les épaules du condamné pour exposer le corps après la mort. Lorsque la nouvelle parvint à Munich, cela causa un scandale qui conduisit au licenciement et à la poursuite pénale du bourreau. Pourtant, des lettres privées de l'époque suggèrent que des expositions post-mortem similaires de crochets continuèrent dans des régions reculées pendant des décennies, non signalées et non enregistrées. La pratique se retirant dans le folklore et la mémoire collective. Elle maintenait l'ordre social par la terreur, éliminait les menaces perçues contre l'autorité et démontrait le pouvoir absolu de l'État et de l'Église sur les corps humains. Le crochet n'était pas un échec de la civilisation, mais l'un de ces outils employés par des juges éduqués, bénis par un clergé érudit et opérés par des professionnels qualifiés. Les milliers de personnes qui sont mortes sur des crochets n'étaient pas des victimes d'une folie passagère ou d'une barbarie primitive, mais de politiques calculées mises en œuvre par des bureaucraties sophistiquées qui ne différaient des nôtres que par leur choix de méthode et non par leur structure fondamentale. Le crochet nous oblige à reconnaître que le progrès humain n'est pas inévitable, que la civilisation et la cruauté ne sont pas des opposés, mais des partenaires potentiels, et que la capacité de transformer la justice en torture sommeille, mais n'est pas morte, au sein de chaque société qui revendique le droit de punir. Les cages vides de Münster attendent toujours, non pas comme des reliques d'un passé vaincu, mais comme des avertissements sur des futurs que nous devons activement prévenir. Elle nous rappelle que la distance entre la loi et la barbarie ne se mesure pas en siècles, mais en choix, et que ces choix doivent être faits à nouveau par chaque génération qui hérite à la fois de la sagesse et des horreurs de l'histoire.